Alors Thomas, il a neigé, c'était sympa, saison de ski peut-être bien. On ne sait pas si la neige va tomber pour Noël. En tout cas, pour l'instant, on a été gâtés juste avant Noël, pourvu que ça dure. Donc, c'est la fin de l'année, c'est le temps du bilan, mais c'est aussi le temps d'essayer de discuter de quoi sera fait l'avenir. Donc, on va essayer de passer un peu de temps ensemble là, pendant, la prochaine heure, pour faire un peu le point sur de quoi on va parler en fait. En fait, on va parler de tout, ce qui pourrait influencer les marchés financiers de l'année prochaine, et puis de savoir si la bonne surprise de 2021, comme la neige maintenant, ce sera une bonne surprise aussi en 2022, ou bien est-ce qu'il y aura de mauvaises surprises. Ok. Voilà. On va se mettre au coin du feu, on fait le point. Oui, tout à fait. Et puis, on reviendra pour dire au revoir. Yes. Thomas, juste l'histoire de 2021, avant qu'on parle de 2022, de l'Outlook et de Madame Irma et de tous ces petits nains, qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans cette année écoulée, au point de vue de la bourse, au point de vue de la politique? Bah, il y a de quoi faire, hein. Je veux dire, on a quand même une année assez compliquée, assez spectaculaire, parce qu'on a été... globalement, on a quand même fini bien en hausse, les marchés ont été relativement forts. Je veux dire que ça, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus impressionné, c'est que par rapport à toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues, les périodes compliquées qu'on a vécues, pour ne pas citer cette pandémie dans laquelle nous sommes encore, eh bien, j'ai été vraiment impressionné par le fait que finalement, on soit aussi fort et aussi résistant à toutes les mauvaises nouvelles. Ça, c'est peut-être la première chose. Après, il y a 2-3 autres points qui me sont restés gravés dans la tête. C'est le rebond massif du pétrole. Finalement, quand on se dit il y a 18 mois en arrière, c'était en négatif de 35 $. Aujourd'hui, on est encore à 70 $. Donc le mouvement est quand même spectaculaire sur 18 mois, d'où l'impact sur l'inflation aujourd'hui. Et puis, il y a aussi ce côté, cette espèce d'implication finalement massive de la politique dans ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers. Sans oublier bien sûr nos amis des crypto-monnaies dont on va aborder le sujet à la fin de ce Outlook 2022. Mais maintenant, parlons de l'avenir alors. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense? On est là pour essayer d'essayer de voir un tout petit peu ce que nos amis les banquiers centraux pensent, ce que les économistes pensent, ce que nos amis les asset managers pensent. Ce que nous on pense accessoirement. Ouais. Nous on pense quelque chose. Nous pensons quelque chose, effectivement. On va un peu la jouer macro, secteur, un peu les comos, un peu les cryptos, comme on l'avait dit auparavant. Hein. Et puis essayons de voir un tout petit peu ce qui se dessine pour l'instant, ce que les grandes personnes trouvent être extraordinaire pour 2022. Alors parmi les grandes personnes, il y a toi, alors, évidemment. Quoi. Non, moi c'est gros, c'est pas grand. Ah, pardon. Certes. Certes. Donc, nous disions... Voyons ce que pensent les visionnaires. Sachant que tu n'es pas un grand fan des prévisions des économistes, sachant aussi que l'économiste lui-même ne sait pas prédire ce que sera demain, alors prédire ce qu'il sera après-demain? Alors on ne va pas rentrer dans le débat de savoir quelle est l'exactitude du monde de la finance, puisqu'on sait tous que la finance n'est pas une science exacte, bien que certains veulent continuer à nous faire croire que ça l'est. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu ce que pensent les gens, et puis on va rebondir dessus et décortiquer les choses. Je te laisse la parole. Merci. Donc, pour faire écho à ce qu'on a déjà souvent dit, hein, Thomas, c'est qu'effectivement les économistes vont boire à la même source, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc la même source, c'est toujours le Fonds monétaire international, c'est le CDE, ça peut être le Asian Development Bank. Donc en gros, on va aller regarder ce que les grands penseurs pourraient émettre comme opinion. Ce que l'on voit en tout cas au point de vue macro pour l'année prochaine, c'est que les grands penseurs voient un ralentissement de la croissance l'année prochaine. Alors, pour citer quelques chiffres, selon l'OCDE, la croissance de 2022 au niveau mondial en était de 5,6% en 2021, donc c'était extraordinaire, mais c'est vrai qu'on partait de très très bas. Et maintenant, on pense que ça serait 4,5% pour 2022, toujours grand point d'interrogation. Et puis pour 2023, ça serait 3,2%. Donc on sent qu'il y a quand même visiblement un ralentissement de la croissance qui est prévu. L'autre chose qui est un petit peu inquiétante pour certains opérateurs de marché, c'est que la croissance baisse, mais l'inflation ne semble pas baisser. Non. Donc l'inflation, d'après les grands sages,
On devrait voir fin du premier trimestre, voire milieu du deuxième semestre, un pic de l'inflation qui devrait être d'environ 3% dans ce qui serait la zone OCDE. Bon, je Toi, t'interromps. tu le penses comment? Tu le vois comment ce truc? En fait, je vois rien du tout parce que moi, je pense que la finance n'est pas une science exacte. Qu'aujourd'hui, on est dans un marché où finalement, on a une vision qui est extrêmement court-termiste et a raison d'ailleurs, puisqu'on ne sait pas du tout où on va. Pour des raisons de pandémie, on parle beaucoup du variant Omicron en cette fin d'année. On ne sait pas du tout où ça va. On sait que la Banque centrale américaine nous rabâche les oreilles depuis des mois, comme quoi l'inflation est transitoire. Et là, à 15 jours de Noël, ils tournent la veste. Là, ils passent sur une inflation hors de contrôle et absolument plus transitoire qui pourrait éventuellement durer. Donc on voit bien que c'est extrêmement difficile et on ne peut pas leur en vouloir de faire des prévisions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un espèce, j'ai envie de faire une analogie, mais on est un peu dans la rue, à Londres, et puis dans un brouillard à couper au couteau et on ne sait pas vraiment où on va. On espère que l'Omicron n'est pas si grave que ça, on espère que l'inflation va être maîtrisée, mais finalement c'est que du wishful thinking, comme on dit en anglais, et on se pose vraiment des questions. Donc aujourd'hui, je comprends les économistes et les grandes institutions mondiales qui viennent nous donner quelque chose de très ébauché sur un tableau qui est pas très clair. Pour rebondir sur l'histoire, effectivement, le variant, alors on l'a vu à travers les bourses, hein, ça monte et ça descend en fonction de, l'on pense que c'est dangereux, c'est moins dangereux, c'est plus dangereux, c'est mortel, c'est létal, c'est moins létal. Mais malgré tout, c'est vrai que la tendance des économistes, c'est quand même de prendre en compte ce variant qui était quand même une surprise, hein, qu'on le veuille ou non, c'était une surprise. D'ailleurs, les derniers en date, ben, c'est le fameux Asian Development Bank, donc la banque pour le développement de l'Asie, qui a revu aussi hier, d'ailleurs, enfin hier, ça veut dire le 14 décembre, nous avons vu effectivement une révision à la baisse. Donc pour eux, pour tout ce qui est l'Asie en développement, d'accord, c'était a priori 7% de hausse pour 2021. 2021 n'étant pas complètement fini, on aura les chiffres courant premier trimestre de l'année prochaine, mais ça serait de 5,3 en 2022. Et ce qui préoccupe le plus les investisseurs, c'est la Chine. Et la Chine, eux, ils en sont au même niveau, c'est de dire, la Chine avait une croissance d'environ 8%, même si les derniers chiffres qui étaient sortis n'étaient pas trop mauvais par rapport à la Chine. Mais par contre, ça descendrait à 5,3% en 2021. Ceci étant dit, 5,3% par rapport à ce que l'OCDE attend pour la croissance mondiale de 3%, c'est quand même pas mal. Oui, il y a des pays européens qui tueraient pour avoir ce genre de croissance économique. Oui, chose que malheureusement l'Europe tue beaucoup de choses, mais pas les bonnes. Pour l'Inde, qui est quand même, on oublie un tout petit peu l'Inde. L'Inde est comme si on était dans l'ombre de la Chine, mais en fait dans l'ombre de personne. Et puis eux avaient une croissance qui était remarquable. Pour 2021, on pensait à peu près à 9,7%, alors pensez par rapport aux 8% de la Chine, mais elle serait de 7,5% en 2022, donc on se rend compte que l'Inde aurait un meilleur taux de croissance l'année prochaine que la Chine. Tout ça pour dire aussi que l'inflation joue un rôle aussi chez eux, d'accord? Donc l'inflation reste gérable d'après les experts de la banque asiatique et il baisse un tout petit peu chez eux, étonnamment, l'inflation de 2,1%. Et donc ça baisse pour 2021, 2,1%. Ils avaient des espérances, enfin des espoirs, enfin c'est pas un désespoir, c'est un vrai désespoir, un petit peu plus haut. Et puis ça serait 2,7% pour 2022. Donc on est en deçà des 3% attendus aussi par le FAR. On se tient. Donc en gros, ce que l'on voit au niveau macro, tu es d'accord, c'est croissance plutôt molle, voire à la baisse, avec une inflation qui peut avoir un pic en 2022 entre fin du premier et fin du deuxième trimestre. Donc ça fait déjà, on a un cadre macro. Il y a un gros consensus global. Et ça, c'est le gros consensus global, avant que le développement du dernier variant nous fera peur ou pas peur, on verra aussi. Les résultats, je crois qu'une des questions clés du moment par rapport aux variants, c'est est-ce que ce truc-là est mortel ? Ou est-ce que finalement on va tous être contaminés hyper vite et que ça va créer une espèce d'immunité? Mais encore une fois, moi j'ai fait mes études d'épidémiologie sur Facebook, hein, donc je garde ça en toute humilité. Mais
la grande question qu'on va devoir gérer maintenant, c'est effectivement qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact au niveau du variant. Ouais. Est-ce qu'on va tous se refermer, qu'il n'y aura plus de voyages et donc de nouveau on aura un problème de croissance? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est aussi que on a quand même de la consommation. Parce que finalement, tout ce qu'on a comme chiffre aujourd'hui, c'est que les gens, quoi qu'il arrive, ils consomment. Confinés ou pas confinés, les gens ont de l'argent, ont du pognon et ils viennent consommer. Et donc, à un moment donné, on n'arrive plus à suivre cette demande. Donc, ça va aussi créer une certaine inflation. Donc, effectivement, le problème qu'on va devoir gérer, à mon sens, en 2022, c'est ce douzième d'équilibre entre croissance molle, inflation relativement importante. Et donc, les banques centrales vont être encore une fois une clé. La clé. Voilà, justement. Mais avant que l'on passe sur l'esprit extraordinaire de dire les matières premières, c'est une source d'inflation parce qu'on a vu les indices des produits alimentaires de la FAO et ce genre de choses. Mais petit retour sur le présent, toi tu vois comment le marché du travail? Parce qu'effectivement aux États-Unis on dit manque de ressources humaines, on ne trouve pas dans les stations de ski valaisanne, on ne trouve pas le bon anglais qui puisse venir parler aux Anglais. Le problème, je crois qu'on est dans un espèce de nouveau, je vais utiliser des mots géniaux, nouveau paradigme holistique, ça ne veut rien dire, mais on peut toujours le caser quelque part. Surtout holistique, c'est pas mal. Hein. Et je pense que dans un nouveau monde au niveau de l'emploi, les gens, une certaine catégorie de la population de travailleurs a commencé à penser différemment et à vouloir vivre différemment après ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Et ce qui est très difficile de percevoir effectivement aux États-Unis, c'est qu'on a vu dans les chiffres américains que il y avait clairement une démission du marché du travail, beaucoup plus de gens qui voulaient s'indépendantiser et commencer à vivre sans patron, quitter certains jobs comme l'hôtellerie, la restauration, qui sont des jobs durs et que plus personne ne veut vraiment faire. On a vu qu'il y a une augmentation massive des salaires, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à attirer des gens. Et je pense que le marché du travail est en pleine restructuration. La grande question, c'est que je veux bien croire que la personne qui a 100 000 $ d'économie se dit « je me donne une année pour devenir indépendant », mais s'il n'y arrive pas, il va devoir revenir à un moment donné. Donc, il faut quand même bouffer, il faut quand même gagner de l'argent à un moment donné. Donc ce marché du travail qui s'est un petit peu distordu au cours de ces derniers mois à cause du télétravail, à cause du changement de mentalité qu'on a vécu ces derniers temps, eh bien, je pense que ce marché du travail va évoluer encore parce que moi, je veux bien entendre le côté « je veux devenir indépendant », mais il n'y a pas que je veux. Après, il faut aussi finalement créer, pouvoir et le faire et avoir un vrai business derrière. Et donc ça, c'est pas simple. Et je pense que de ce côté-là, on va avoir aussi des surprises. Donc, on va un peu reprendre en 2022 les mêmes problématiques qu'on a eues cette année, c'est-à-dire que vont faire les banques centrales, que pensent les banques centrales et quels chiffres les banques centrales vont regarder. Donc de nouveau, on peut nettement savoir qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on vit en ce mois de décembre, c'est l'emploi, le Consumer Price Index, les prix à la consommation, et le Producer Price Index, les prix à la production. Et à partir de là, on va de nouveau essayer d'anticiper, voir ce qu'éventuellement M. Powell, qui vient d'être élu pour 4 ans, va faire de ce côté-là. Un petit tour juste dans notre belle Helvétie. Oui. N'est-ce pas? C'est moins sexy en termes de rythme de croissance, hein, quand même. Ouais. mais pourquoi? Oui, parce que pourquoi pas? Tranquille. Bon. Donc la SECO, l'autre jour, donc l'organe suprême des grands sages helvétiques, donc ils ont sorti leur prévision de croissance du PIB. Alors eux étaient à 3,6% en septembre et maintenant ils sont descendus à 3% pour l'année prochaine. D'accord? Pour l'inflation, ils pensent qu'on devrait passer de 0,8% à 1,1%. Donc on voit, numéro 1, qu'en termes de croissance PIB, on est dans la moyenne européenne. Numéro 2, qu'en termes d'inflation, on est en dessous de la moyenne européenne. C'est assez particulier. Aujourd'hui, il semblerait que les économistes du Crédit Suisse soient par contre, eux, beaucoup plus favorables en termes d'objectifs de croissance pour l'année prochaine. Les chiffres, je ne les ai pas, nous ne les avons pas, mais en tout cas, eux sont très positifs. Alors, ils ont tellement bien chercher l'erreur, c'est vrai que peut-être le Crédit Suisse a besoin de se refaire une nouvelle virginité. Alors, une de mes décisions pour 2022, c'est de ne plus dire du mal du Crédit Suisse, donc je ne vais pas rebondir sur le sujet. La fameuse banque au voile. Au voile, ouais, et à vapeur. On peut encore dire ça en 2022, je ne sais pas. Donc, on disait, bon, au fond, donc on a parlé un petit peu du marché du travail qui est un petit peu tendu, le marché du travail.
Et par rapport aux prévisions des matières premières, parce que c'est important, parce que ça a été pour l'année 2021 quand même un sacré choc. Ouais. Et dans les matières premières, certes, tu avais parlé du pétrole comme étant la fameuse surprise d'un pétrole qui était passé d'un chiffre négatif à un chiffre extrêmement positif, donc extraordinaire progression du pétrole. Mais derrière le pétrole se cachent aussi tous les métaux. Parler de tout ce qui est matière agricole, c'est un tout petit peu compliqué parce que ça dépend de beaucoup de choses, entre autres de la météo. Mais voyons un tout petit peu ce que racontent les gens du FMI. Au-delà même du pétrole, bien que ça fasse partie de l'image globale. Ce que l'on revoit maintenant, tu es d'accord, on a eu cette COP qui nous a bien occupés, donc pas le concurrent de la Migros, mais plutôt ce qui est lié à la transition énergétique et sauver la planète. Donc on se rend compte qu'effectivement il faut trouver des énergies propres. Donc peut-être faudrait-il reformuler l'histoire, c'est de trouver des énergies qui polluent le moins possible. Donc évidemment, il va falloir trouver de nouveaux métaux, ou bien utiliser plus des métaux existants, mais plus qu'on l'utilisait jusqu'à maintenant. On peut parler, pour ceux qui sont adeptes de cette technologie, c'est l'uranium. Donc tout d'un coup, on a découvert qu'il fallait de l'uranium. Pourquoi? Parce que l'énergie nucléaire, semblerait-il, pollue moins que l'énergie fossile. C'est moins pire, disons. Voilà, justement, ça pollue moins. Bon. Toi, l'idée du développement de l'électricité à travers, je ne sais pas, les voitures électriques et ce genre de choses. Je voyais venir. Non, mais ça, on ne peut pas parler des voitures électriques, ça ne compte pas. Mais je pense qu'effectivement, alors je suis entièrement d'accord, c'est un des développements de 2022 qui va être prioritaire. Et probablement, on va beaucoup parler d'énergie, de nouvelles énergies, d'énergie, comme tu dis, moins sale, on va dire comme ça. La thématique des voitures électriques en est une, puisque c'est un grand débat actuellement. On ne va pas rentrer là-dedans parce qu'il me faudrait à peu près 2 heures pour argumenter pourquoi je ne suis pas 100% d'accord avec ce type de business. Mais néanmoins, c'est vrai que pour rebondir sur la thématique des métaux rares, pour équiper toutes ces voitures électriques en termes de batterie, il faut faire des batteries qui sont basées aujourd'hui avec du lithium, avec du cobalt, avec des métaux qui sont très rares et pas forcément faciles d'accès. Et je pense que c'est des choses qui vont être une des thématiques. Donc il y aura un soutien sur les métaux précieux, ça va continuer. Si on regarde juste, puisque tu me cherches sur le côté des voitures, Toyota qui annonce qu'ils vont investir 35 milliards dans le domaine des voitures électriques, qui sortir 30 modèles d'ici 2030, Ford qui se lance à fond dans la thématique, tous les Européens qui sont en train d'arriver derrière, il va falloir faire des batteries. Et il n'y aura pas que des batteries pour monsieur Elon Musk. Donc ça, c'est quelque chose qui va pousser derrière. Il va y avoir des conséquences sur les matières premières et les métaux précieux, entre autres. Oui, pour remettre ça dans le cadre, le FMI a donc sorti aussi une feuille de route de zéro émission d'ici à 2050. Les faits marquants, en 2050, je serai fossile en tout cas. On devrait passer sur l'énergie dite fossile de 80% d'utilisation à 20% de tout ce que serait la production d'énergie. Et donc tout ce qui serait renouvelable au point de vue électrique, ça passerait de 10 à 60% de cette production. Donc effectivement, il va falloir trouver des moyens de... Mais si on trouve des moyens de produire plus d'électricité, ça veut dire qu'on a effectivement des besoins en électricité nouveaux. Donc le côté nouveau, ça veut dire que c'est l'offre et la demande. Donc c'est exactement ce que tu disais. Donc selon le FMI, l'offre actuelle de cuivre, de lithium et de platine, c'est dans les catalyseurs, le lithium c'est dans les batteries, enfin, etc., c'est insuffisant pour satisfaire les besoins futurs. Donc il y a un gap à peu près de 30 à 40% entre les besoins futurs et ce que l'on peut produire actuellement. Donc effectivement, a priori, le trend pour les matières premières, en tout cas par rapport aux métaux, n'est pas fini. Pour dire comme ça, parce que là on a un graphique qui est assez intéressant, c'est par rapport au lithium. On en avait parlé lors d'un webinaire de Swissquote. Le lithium, c'est quelque chose qui va être beaucoup demandé. Donc les plus gros producteurs, l'Australie, la Chine, le Brésil, et là on commence à parler pas mal de production même sur sol européen. Il y a un article qui est paru, il y a un graphique de Statista qui est paru sur le site investir.ch qui montre effectivement que le lithium est quelque chose d'important et qui donne une petite image de ce métal, non. L'or noir, Tintin, au pays de l'or noir. Ouais, comme je le disais en introduction de ce Outlook, l'or noir a été quand même une surprise massive
depuis 18 mois. Il y a 1 an et demi en arrière, on disait qu'on avait un gros problème de stockage, qu'il fallait commencer à stocker finalement dans la citerne au fond du jardin, comme aurait pu l'écrire Francis Cabrel. Et je pense que quelque part, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il y a encore une réelle demande. Alors, le pétrole, c'est mal, ça pollue, on est tous d'accord, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore d'alternative pour remplacer tout ça. Et il y a encore une demande qui est très forte. Et on voit aujourd'hui que les targets, les objectifs des différentes banques d'affaires ou du FMI ou même de l'EIA, enfin l'Agence internationale de l'énergie, eh bien, ils ont des objectifs qui sont bien relativement, ça va entre, on va dire, flat à beaucoup plus élevé pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que la demande reste extrêmement présente. Aujourd'hui, on a eu une espèce de ralentissement de la demande. Pourquoi? Encore une fois, because Covid, parce qu'on se dit, ouais, on va moins voyager, moins se déplacer, moins prendre l'avion, moins prendre la voiture, parce qu'on va rester plus chez nous et il va y avoir une baisse de la demande. Mais une fois que tout ça sera derrière nous, pour autant que ça soit un jour derrière nous, on espère tous, je pense qu'à ce moment-là, tout d'un coup, on va prendre conscience que finalement, on peut rouvrir les portes, il va de nouveau y avoir un rebond de la consommation et donc le baril va repartir probablement à la hausse. Dans les chiffres qu'on a vus, il y a, comme je disais, il y a une partie qui vise plus ou moins 70-75 pour 2022. Ouais. Et puis il y a des extrémistes pour l'instant dans les banques d'affaires qui targetent $150 sur le pétrole. On l'a déjà entendu récemment. On sait aussi, dans le passé relativement proche, chaque fois que des grandes banques d'affaires américaines viennent nous annoncer des targets complètement délirants, généralement, c'est la fin du cycle. Affaire à suivre, mais je pense qu'effectivement, ce sera quelque chose qu'on va devoir surveiller, puisque ces derniers temps, on parlait beaucoup de l'inflation, et on a dit qu'on allait beaucoup en reparler l'année prochaine, et le baril aujourd'hui a ce côté inflationniste. Impact direct finalement sur le consommateur, puisque toute personne qui est allée faire le plein récemment a bien compris comment ça fait. Ouais. Pour mettre des chiffres sur ce que tu viens de dire, effectivement, pour le prix du Brent, et pas du WTI, mais du Brent, l'Agence internationale de l'énergie a une moyenne pour 2022 de $70 le baril. En gros, c'est pas loin de ce qu'on est maintenant. Donc en général, c'est assez drôle parce que les grands experts au niveau des changes et au niveau des matières premières ont plutôt tendance à dire ça va être comme maintenant, comme ça, si on se trompe, c'est pas grave parce que de toute façon, on va se tromper. Les pays de l'OPEP, alors eux, seront sensiblement plus bullish sur le prix du pétrole. Il est vrai aussi que là, il y a peut-être un côté géopolitique. Regardez ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Si l'Iran pouvait revenir sur le marché du pétrole, effectivement, ça redonnerait encore un petit peu plus de lest. Le fait que Joe Biden, dans sa sagesse, très vieille sagesse d'ailleurs, populaire peut-être. Je ne sais pas si on peut parler de sagesse, mais enfin, mais vieux en tout cas. En tout cas, ça oui. Le fait d'ouvrir un peu les vannes par rapport aux réserves, ces fameuses réserves dont tu as souvent dit que personne ne savait exactement combien il y avait de barils dans les réserves, ça servait strictement à rien du tout. Mais c'est vrai que on parle beaucoup de prévisions sur le baril l'année prochaine. Alors, je reviens souvent là-dessus parce que c'est un peu une de mes marques de fabrique. C'est vrai qu'on parle toujours des experts qui prédisent le prix du baril. Et donc je reviens juste sur le fait que tous les mercredis soirs, il y a la publication des inventaires pétroliers et que depuis 30 ans que je fais ce métier, on nous prédit un chiffre. Et depuis 30 ans que je fais ce métier, il n'y a pas eu une seule fois où le consensus des experts était à peu près juste sur les barils et sur la quantité de barils qu'on avait en stock, à disposition, bref, dans les pétroliers, en circulation. Et donc aujourd'hui, on est encore en train de faire des estimations sur pas grand-chose. La demande, peut-être, c'est encore la seule chose qui peut fonctionner si demain on fait exploser la demande de pétrole parce que la capacité des avions double, puisque les avions volent de plus en plus, les gens voyagent encore plus, ils repartent tous en croisière. Forcément, il va y avoir une demande qui va faire monter naturellement le prix du baril. Le reste, ça devient quand même pas mal les fléchettes qu'on lance au mur. Le fameux singe qui lance les fléchettes. Puis voilà, pour dire aussi, la Banque mondiale a un target à $74 à peu près. Donc de nouveau, les grands pensent la même chose que ce que pense le marché maintenant. Si on regarde sur le marché des futurs, effectivement, on se rend compte qu'au prix forward, on voit plutôt un prix du baril légèrement à la baisse pour l'instant, mais on n'en sait rien. Parlons maintenant un peu des marchés. Donc on a vu le côté global macro. On a vu plus ou moins ce qu'étaient les matières premières, donc ce qui aurait pu, à l'intérieur de cette vue globale macro, affecter en fait, l'inflation.
Et puis donc inflation qui risque de monter dans un marché enfin, le marché réel des échanges de biens et de services qui est plutôt à la baisse, avec un PIB qui serait révisé plutôt à la baisse. Qu'est-ce qu'on pense dans les banques d'affaires ou chez les asset managers? Alors, nous, on avait quelques exemples qu'on avait déjà montrés. En gros, de dire que l'obligataire ne donne pas grand-chose et face à nous, on a l'impression que les taux peuvent monter, ça veut dire que si j'ai une pause obligataire, je reçois une baisse de prix de mon sous-jacent. Donc, ce qui est le plus important, c'est peut-être le carry, c'est-à-dire si j'ai un bon coupon, et puis le carry, je vais le trouver sur autre chose que les obligations des gouvernements, surtout si c'est du AAA ou du AA ou du single A, c'est-à-dire investment grade. Donc il faut plutôt aller le chercher sur des corporates et puis qui sont, enfin, donc des obligations d'entreprise qui sont plutôt considérées comme high yield, donc en deçà des bonnes notations. Et autrement, il reste quoi? Hein? Autrement, il reste quoi? Les actions qui paient des dividendes. Ah voilà. Pour changer. Par exemple. Oui, bien sûr, évidemment. Non, aujourd'hui, c'est vrai que... Si toi, tu devais construire maintenant comme ça un portefeuille avec des actions, en termes, pas forcément de nommer les actions, mais en termes de secteur, en termes de... Toi, tu les positionnerais comment? Considérant 2022, ce qu'on a dit avant. Je pense effectivement déjà, aujourd'hui, investir dans un portefeuille obligataire, c'est pas que je veux pas, c'est que ça devient très compliqué. Parce que trouver des taux, des coupons qui tiennent encore la route sans aller prendre des trucs complètement démentiels en termes de risque. Oui, alors aujourd'hui, j'imagine que si tu achètes des obligations Evergrande, je pense que les coupons doivent être relativement intéressants. Mais comme par hasard, il y a un risque qui va avec derrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, le niveau des taux le démontre. Même si on sait que l'année prochaine, il va y avoir des hausses des taux, en tout cas aux États-Unis. En Europe, ce n'est pas encore évident, mais en tout cas aux États-Unis, on va avoir des hausses des taux. Et par rapport à ça, effectivement, si aujourd'hui, bon, moi je suis un mauvais exemple parce que je suis un type du marché action depuis toujours et puis j'ai jamais rien compris au monde obligataire, donc forcément mes portefeuilles vont ressembler à quelque chose avec des actions. Et aujourd'hui, je pense que, comme on le disait avant, pour avoir du rendement, c'est les dividendes. Et aujourd'hui, il y a encore des superbes opportunités d'avoir des actions qui payent des superbes dividendes, ne serait-ce qu'en Suisse, les assurances qui payent des dividendes corrects avec des résultats parfaitement corrects. Et puis après, on verra bien s'ils font de la performance, mais rien que le dividende. Je regardais Zurich il y a 2 jours, ça paye du 5% de dividende. Moi, ça va. Hein. Je veux bien en acheter régulièrement et puis avoir 5% de dividende. Il n'y a rien qui se rapproche de ça au niveau des rendements sur de l'obligataire en Suisse. Donc, il y aurait de ça. Et après, je pense que ce qui va être important de jouer dans les secteurs ces prochains mois, ce sera aussi toute la thématique le côté tech. Parce que quoi qu'on veuille bien en dire aujourd'hui, la tech, on ne peut plus faire sans. D'ailleurs, on voit très bien que les stars du marché aujourd'hui, c'est que de la tech. Les big names, je n'ai pas besoin de vous les citer encore une fois, mais je veux dire, c'est que de la tech. Et puis, il y a des nouvelles choses qui arrivent sans arrêt dans les nouvelles technologies. Donc, on a beaucoup parlé de la robotique, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle depuis 2 ans. Aujourd'hui, on commence à parler du métaverse. Donc, on va en reparler certainement tout à l'heure, mais je veux dire, globalement, on est dans un monde qui est drivé, dirigé, poussé et mis en avant par la tech. Donc aujourd'hui, un portefeuille qui fait du sens, pour moi, c'est une partie dividende qui rapporte du rendement et en plus avec des boîtes qui sont plutôt sympas. J'adore prendre le côté Coca-Cola en permanence. Ouais. Coca-Cola, ça rapporte 3,2% de dividendes. Tout le monde dit oui, mais c'est pas terrible. Sauf que Coca-Cola, elle est au plus haut depuis le début de l'année et puis qu'elle n'arrête pas de monter et que c'est un truc qui monte sans arrêt. Et puis que dans 10 ans, si vous en avez acheté régulièrement, vous aurez un joli portefeuille avec un titre qui est défensif comme jamais. Parce que le premier qui vient me dire oui, mais les gens ils vont arrêter de boire du coca un jour. Ouais, d'accord. Donc voilà, je pense que le portefeuille sera un doux équilibre entre les bons secteurs de la tech et un bon portefeuille défensif avec des dividendes aristocrates, des gars qui payent des dividendes corrects depuis des années. Et déjà cette année, ça a relativement bien marché cette stratégie. Alors soit ça ne fait pas les performances du Bitcoin, hein, mais ça a bien marché et je pense que ça fait partie d'un fonds de portefeuille. Et aujourd'hui, c'est l'alternative à l'obligataire. Alors, ce qui est intéressant, là on reprend les attentes d'une grande banque d'affaires américaine. Si on prend l'indice, parce qu'il y a les indices, justement c'est pour ça que je te posais la question par rapport à quel genre de secteur, parce qu'on reviendra aussi un petit peu là-dessus. Mais en termes d'indices, effectivement, eux ont des paris qui sont, enfin elle, cette banque a des paris qui sont assez significatifs, c'est-à-dire qu'il
Il pense que le S&P 500 pourrait grimper d'environ 8% l'année prochaine, ce qui revient un tout petit peu à ce que Reuters avait trouvé en interrogeant 150 personnes, enfin des CIO, des CEO, etc. Par contre, on voit que les Américains aiment bien, et c'est régulier, vouloir toujours jouer l'Europe. Parce qu'il y a cette vision maintenant qu'il faudrait passer de growth à value et que les indices européens sont beaucoup plus composés d'actions value que d'actions growth. Donc ils voient un MSCI Europe à plus 16%. Alors c'est déjà le double du S&P 500 accessoirement. Alors à ce niveau-là, risque de change. Alors après, c'est aussi toujours... Enfin, j'ai l'impression que depuis 20 ans, chaque année, on nous ressort la vieille théorie du je joue moins les États-Unis, mais je me recentre sur l'Europe parce qu'il va y avoir un recovery entre l'Europe qui se traîne un petit peu parce que c'est du value et les États-Unis qui cartonnent parce que c'est de la tech. C'est un peu l'histoire qu'on nous raconte depuis 20 ans. Et je ne suis pas sûr que, j'ai pas les chiffres, hein, mais sur les 20 dernières années, ça n'a pas marché tout le temps. Je me souviens avoir fait ce qu'on appelle des pair trades en étant short US et puis long Europe en jouant cette thématique. Ce n'est pas les meilleurs trades que j'ai fait dans ma vie. Par contre, parce qu'on pourra parler de la Chine, parce que ce qui est intéressant pour eux, c'est de... Alors, si on regarde les pays émergents, l'Inde est monté d'environ le Nifty Index, pardon, il est monté d'environ 20 à 22%, year to date, alors que la Chine s'est ramassée. On parlera pourquoi de la Chine. Donc voilà pourquoi cette grande banque d'affaires aussi dit, nous, le pari, c'est aussi la Chine. Donc ils ont un pari émergent plus 24%, mais sachant qu'un indice émergent, c'est beaucoup de Chine, donc venons directement à la Chine, c'est plus 38%. Toi, tu penses quoi de la Chine? Je pense que la Chine... bon, on nous vend la croissance de la Chine depuis là aussi des années. Hein. Donc, la croissance démographique qui fait que la transition de la pauvreté à la richesse, le fait que les gens sont en train de quitter les campagnes pour aller dans les villes, que ça va booster l'économie. Aujourd'hui, ils sont très forts au niveau technologique, mais ils sont opposés aux États-Unis. On l'a encore vu récemment où on leur bloque, on les blacklist sur certaines sociétés parce que ça pose des problèmes aux Américains, donc il y a une espèce de conflit économique entre les deux. Ça, c'est pas forcément très bon. Deuxièmement, on a la crise Evergrande qui est massive et on a quand même l'impression que ce truc, ça va finir par capoter quand même un jour ou l'autre, même si le gouvernement chinois montre des intentions de vouloir corriger le tir. L'impact de la crise d'Evergrande, on est incapable de la mesurer. Aujourd'hui, on dit, oui, mais nous, en Europe, en Occident, on est immunisés parce que c'est très local. Vu la taille du mastodonte, il va y avoir des répercussions sur la croissance chinoise, il va y avoir des répercussions sur l'emploi en Chine, ce qui veut dire qu'il y a inévitablement sur la croissance. Donc sur la croissance, on risque de le ressentir psychologiquement, en tous les cas, dans le monde entier. Deuxièmement, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de banques qui sont un tout petit peu exposées en Chine, même s'ils ne veulent pas le dire aujourd'hui. Après, pour le reste, on voit qu'aujourd'hui, Xi Jinping est en train de resserrer les boulons de tous les côtés, qu'on ne veut plus laisser des sociétés chinoises cotées aux États-Unis. Ça va poser un deuxième problème. Maintenant, à la fin, on a quand même 1,8 milliard d'habitants, ou quelque chose comme ça, pas loin de bientôt 2, on va dire. On ne peut pas négliger le fait qu'ils vont croître, ils vont s'en sortir, et puis technologiquement, ce n'est pas des billes. Et alors moi, je veux bien qu'on blacklist des sociétés comme des sociétés de drones. DJI a été encore blacklisté récemment. Je veux bien qu'on les blacklist, mais enfin, on a quand même besoin un tout petit peu. Oui, alors ce qui ressort un tout petit peu de ce que racontent des stratégistes chinois vivant en dehors de la Chine, ou de stratégistes pas chinois mais vivant en dehors de la Chine, eux aussi, c'est qu'effectivement Xi Jinping est resté droit dans ses bottes dans l'hypothèse qu'il faille vivre dans un monde socialiste, voire communiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des gens qui pourraient devenir multimilliardaires alors que les autres sont en train de planter régulièrement un tout petit peu de pousses de riz. Donc il a commencé à serrer tout ce qui était privé en fait, comme l'éducation. Non, on n'a plus le droit d'avoir une société privée d'éducation. Vous allez suivre l'éducation dans une école chinoise dirigée par le gouvernement, payée par le gouvernement. Très bien. Mais aussi, l'autre chose, c'est qu'il a envie de relancer quand même un peu la consommation en interne, plus l'accessibilité au marché boursier pour tous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, le Chinois achetait de l'immobilier. Vous me direz, le paysan vaudois aussi, enfin, c'est normal.
ou des vignes pour certains conseillers fédéraux. Donc, eux, tout d'un coup, ils se sont dit, ouais, bon, les gens achètent, mais pourquoi est-ce qu'ils achètent? Ben, parce que c'était relativement sûr, et puis c'était pour l'enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant. Bon, pour l'instant, il n'y en avait plus qu'un seul, donc c'était facile, il n'achetait qu'un seul appart. Mais il n'y avait pas de frais de transaction, donc il n'y avait pas de frais notariés, il n'y a rien du tout. Et là, maintenant, ils pensent vouloir l'introduire. Pourquoi? Parce qu'ils aimeraient bien, enfin, le gouvernement chinois aimerait bien que nos amis, les Chinois, puissent consommer un petit peu plus, relancer toujours cette consommation interne au dehors de l'infrastructure ou de l'immobilier, et puis achètent aussi un petit peu de bourse. Donc on déliste des sociétés chinoises qui sont aux États-Unis, on les met ici, en Chine. Donc l'idée aussi, c'est parce que, enfin après il y a des idées politiques aussi évidemment, tout ça c'est de la politique, mais on voudrait quand même que nos amis les Chinois soient là. D'où quand on voit qu'une société financière dit plus 38% sur le MSCI China, Youpi, mais c'est avec quoi? Un peu compliqué de jouer un ETF parce que dedans il y a certainement beaucoup de sociétés qu'on n'a pas forcément envie d'avoir et qui ne jouent pas dans l'hypothèse de Xi Jinping. Donc il faudrait pouvoir aller chercher des sociétés qui, elles, sont susceptibles d'être achetées par des investisseurs chinois. Et c'est pour ça que là, je pense qu'il faut recommander fortement d'aller investir avec des asset managers qui, eux, font une sélection très précise par rapport aux titres qu'ils vont acheter. Si on revient sur l'idée des secteurs, donc on a vu que, parce que du moment qu'on parle, le pétrole est flat, ça vaut la peine d'acheter des pétrolières? Ah oui. Oui, je pense que l'énergie est un thème, clairement un thème pour 2022. D'abord parce qu'ils payent des dividendes, voilà. La plupart des pétrolières. On sait que le cash flow généré par les pétrolières font qu'il n'y a pas de risque par rapport aux dividendes, donc ils seront encore là et ils seront bien solides ces prochaines années. Je suis intimement persuadé, en ce qui me concerne, que le baril va remonter en direction des $100. Alors 150, j'irai peut-être pas jusque-là tout de suite parce que ça ne sert à rien de jouer les héros, mais je pense que ça va remonter. Donc il y a encore des belles choses à faire. Et puis il ne faut pas oublier qu'aussi, toutes ces pétrolières ont été complètement rejetées pendant des années parce que ce n'était pas ESG, ce n'était pas Green Investment. Et tout le monde a rejeté ça des boucs. Et puis petit à petit, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une grande partie des majors sont en train de faire leur transition verte. On voit déjà Total, par exemple, ont déjà complètement changé leur mode de revenu et ils sont déjà en train de basculer sur un côté pratiquement plus énergie verte qu'énergie pétrolière. Donc tout ça, il y a une transition qui est en train de se faire. Donc au-delà du fait que c'est des boîtes qui fonctionnent plutôt bien, ça pollue, d'accord, mais ils fonctionnent plutôt bien. Et de l'autre côté, eh bien, on se rend compte que finalement, s'il y a un effet de transition du côté vert, tous ces fonds ESG qui ne pouvaient pas en acheter avant parce qu'ils n'étaient pas assez verts, eh bien, ils vont revenir dedans. Et quand tout d'un coup, vous avez 80% du marché qui ne pouvait pas toucher, qui va pouvoir commencer à toucher, il peut y avoir aussi un effet d'aspiration. Et au-delà de tout ça, j'invente rien, mais je crois que la plupart des stratèges sont tous en train de dire que l'énergie sera clé l'année prochaine, mais pas que le pétrole. Tout ce qui est vert, tout ce qui est solaire, on voit de toute façon une des thématiques de cette fin d'année 2021, c'était cette espèce de shortage énergétique qu'on vit en Chine. Donc, non, les pétrolières, ça doit faire partie, à mon avis, ça va même augmenter. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la pondération des portefeuilles en pétrolière mondialement, c'est très faible. Parce qu'on a réduit pour les raisons que j'expliquais avant. Et je pense que c'est quelque chose qui va repartir assez fort en 2022. On a l'impression quand même que ce qui s'est passé en Chine par rapport à la pollution, par rapport à beaucoup de choses, parce que c'était aussi parce que pour avoir leurs objectifs d'émissions CO2, ils étaient obligés de réduire un peu la production d'électricité, parce que la production d'électricité était faite grâce au charbon. Donc lorsque l'on parle d'énergie fossile qu'on aimerait éradiquer, on a presque plus l'impression qu'on parle du charbon plus que du pétrole. Hein, c'est assez drôle à voir comme ça. Et puis en même temps, c'est beau ces histoires ESG, non, franchement, c'est tout à fait louable. Au point de vue, au niveau sociétal, il faut sauver la planète. Au niveau de l'investissement, on s'est rendu compte que le discours commençait à changer. C'est-à-dire, on parlait beaucoup d'exclusion jusqu'à maintenant. Maintenant, on parle plutôt de transition. Donc, j'accepte d'acheter une société pétrolière parce qu'elle est en transition. Exactement. Donc là, c'est joli. Non, dans le wording, c'est extraordinaire. Donc, la rhétorique. C'est du politiquement correct. C'est du politiquement très très correct. Hashtag dénonce pas ton investisseur. C'est clair. Et puis, justement, on parlait des métaux. On est obligé d'acheter des minières.
Oui, bien Il y a sûr. aussi joué du lithium, entre autres Rio Tinto ou des gens comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas de bons élèves, ce ne sont jamais de bons élèves, mais ils sont en transition, n'est-ce pas? Elles sont en transition et puis ben voilà, on l'a vu sur les chiffres. Hein. Aujourd'hui, il va falloir miner et pas que du Bitcoin. Ouais. Il va falloir sortir des métaux, il va falloir générer plus d'énergie, être plus efficace au niveau énergétique. Rien qu'en Suisse, hein, on a assez parlé récemment comme quoi là, dans quelques années, on n'était pas à l'abri d'un blackout électrique en plein hiver. Ouais. Même en Suisse, ils sont en train de penser, Sauf en Valais. ils sont en train de penser à faire un barrage à Zermatt. Donc il y a aussi tout ce côté où il va falloir trouver des solutions. Et si en plus tout le monde passe à la voiture électrique, tac, je le replace de nouveau. Ouais. Si tout le monde passe à la voiture électrique, il va falloir les charger, ces voitures électriques. Aujourd'hui, on n'est pas capable de les charger suffisamment. Et le parc électrique est tout petit. Si demain le parc électrique devient ce qu'on nous prévoit, et ce que l'Europe veut nous faire vendre, bah, il va falloir les charger, ces voitures. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Ouais. Donc c'est un thème qui non seulement sera important les prochaines années, l'année prochaine, mais les prochaines années surtout. D'où l'expression « mieux vaut être une borne dans un monde d'aveugles ». Non, c'est pas ça. Donc, une borne électrique. électrique. Donc aussi les grands stratèges disent, oui alors comme la croissance elle a baissé, l'inflation monte et ce genre de choses, d'où les taux vont augmenter. Donc les taux vont augmenter, c'est-à-dire les taux courts dirigés par les banquiers centraux. Ou il faut sortir de la techno, des titres tech, parce que les titres tech, justement, sont des titres de croissance. Et puis, en général, quand on regarde le discount titre cash flow, parce que c'est un autre mot très intéressant à placer dans une conversation. Que personne ne comprend. Coin du feu. Bien sûr. Toi, tu vendrais la tech pour faire du short ou pour pas shorter, donc pour dire je vends un peu de tech, j'achète de value ou bien non? Comme je disais avant, je pense qu'il faut juste trouver la bonne répartition. Mais aujourd'hui, dire que il faut se débarrasser de la tech parce que tout d'un coup les taux vont monter. Alors on parle aux États-Unis, on parle de 3 à 4 hausses en 2022. Ouais. Les plus pessimistes, on va dire, pensent à 4 hausses. La moyenne, je crois, à 0,75 de hausse sur 2022. Le 10 ans américain qui est sécurisé. Ouais. Alors là, ça me fait toujours rigoler quand on dit le 10 ans américain qui est sécurisé. Les mecs, ils sont endettés jusque-là. On ne sait même pas comment ils vont commencer à rembourser un jour et s'ils rembourseront un jour. Et ça vous paye un 44% de rendement ou un 40% de rendement. Je veux bien croire qu'à un moment donné, il y a un risque, un trade-off entre le risque de la tech et la sécurité du 10 ans. Mais là, c'est plus un trade-off, hein, c'est un gouffre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, croire que la performance, je ne sais pas, je n'ai pas les performances de tous les grosses tech en tête, mais Nvidia a fait, je sais pas, 250% cette année. Entre 250% de perf, qu'elle ne fera peut-être pas en 2022, mais elle ne va pas faire 1,4% de performance. Ouais. Donc, je pense qu'il y a toujours un trade-off à réfléchir autour de ça. Et après, je pense qu'il y a des bateaux il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, Apple, elle va continuer à monter, et plus qu'1,4%. Microsoft aussi, et plus qu'1,4%. Les GAFAM, c'est des usual suspects, on va continuer à les garder. Si je devais avoir une action dans mon portefeuille l'année prochaine, une seule, ce serait Google. Google, pour moi, c'est la World Company. Ils sont partout, ils font de tout. C'est un fonds de private equity. On n'arrive même pas à mesurer ce qu'ils gagnent réellement. Je pense que ça ne va pas arrêter de monter comme ça. Et dire, je vends toute ma tech et je me mets en défensif, bon, vous n'allez pas perdre d'argent. Mais je pense que vous serez frustré. Oui, l'idée, en fait, justement, le fait de vouloir absolument généraliser la tech, déjà, c'est une erreur parce qu'il y a 50 000 sous-secteurs dans la tech, les semi-conducteurs, le software, enfin, etc., on ne va pas tous les nommer. Mais c'est vrai et tous les nouveaux intrants, d'accord, de la tech. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas dire je jette tout. Et en parlant des nouveaux intrants, on ne peut pas parler de 2022, qu'est-ce que l'on voit dans 2022, sans parler des cryptos. Non, bien sûr. Alors, parlons-en, parce qu'il y a le fait qu'il y a les crypto-monnaies, il y a des NFT, il y a plein de choses, et il y a aussi la blockchain. Donc, à un certain moment, essayons de ne pas tout mélanger. Toi, dans ce monde-là, je veux dire, sans parler des crypto-monnaies en particulier, mais le côté blockchain, tu parlais un peu du côté métaverse, ou tu parles de l'intelligence artificielle, mais restons dans la blockchain et crypto. Moi, je ne suis pas la bonne personne pour parler de crypto parce que je pense qu'au début de l'année, j'étais encore un des actifs anti-crypto de toujours. Anti-crypto parce que mes connaissances du secteur, parce que mes compréhensions du secteur, parce que historique des bulles, où on s'est dit forcément à un moment donné, avec les performances
les arbres ne montent pas au ciel, ça va baisser. Après, je pense qu'effectivement, en creusant un peu le concept, et j'ai découvert pas mal de choses durant cette année au niveau de la crypto, je pense qu'effectivement, il faut faire la différence entre la crypto-monnaie qui vous permet d'acheter des choses comme n'importe quelle autre monnaie, sauf de manière sécurisée et anonyme, entre guillemets. Et puis de l'autre côté, vous avez le côté blockchain qui vous permet finalement de faire d'autres choses et d'échanger des données et de créer des choses. Donc en fait, c'est complètement disruptif et pour moi, la blockchain est plus intéressante que la crypto-monnaie en tant que telle. Le Bitcoin est une chose, quand vous prenez le Shiba, que vous prenez le Dogecoin, etc., ça c'est encore des trucs qui sont complètement ésotériques à mon sens, mais par contre, si vous allez sur de la blockchain, on va arriver à des systèmes qui finalement vont couper tous les intermédiaires. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'aujourd'hui, une bourse où finalement il y a un échange qui se fait via un système électronique qui agrège tous les échanges, va complètement disparaître parce qu'on va pouvoir court-circuiter ça via la blockchain. Donc je pense qu'il y a une évolution qui est là-dedans. Après, il faut être très, très au courant pour choisir et sélectionner les bons. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir dans la thématique de la crypto-monnaie ou de la blockchain, moi je dirais plutôt la blockchain, il faut, entre guillemets, remettre les clés à quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet. Alors après, on peut rigoler, hein, on peut aller traiter sur Coinbase et puis... ou sur Swissquote pour aller faire du trading sur les crypto-monnaies parce qu'il y a des choses à faire. Mais par contre, pour quelqu'un qui veut, dans le cadre d'un portefeuille, de toute façon, aujourd'hui, on voit que les institutionnels, ils sont en train d'arriver. Et quand on voit l'espace qui est tout petit aujourd'hui, quand vous avez des gros institutionnels américains qui rentrent dedans, c'est des rouleaux compresseurs qui vont continuer à faire pousser la crypto-monnaie probablement à la hausse. Maintenant, après, il faudra sélectionner quoi, quand, comment. Il y a des protocoles que je ne connais pas, mais je veux dire, comment fonctionne l'Ether, comment fonctionne le Solana, comment fonctionne le Polkadot, à quoi ça sert. Il y a encore un monde à découvrir là-dedans. Et tout ça va finalement peut-être aussi aller dans une direction qui est le métaverse et qui donnera tout son sens à une partie du secteur des crypto-monnaies où finalement les gens pourront aller dans ce nouvel univers du métaverse qui est, rappelons-le, ce nouvel univers que veulent construire les technos. Et là aussi, on va revenir sur les NFT, sur tout ce monde qu'on va se créer autour du métaverse. Et bien, il faudra payer là-dedans. Les gens vont s'acheter des Nike virtuels, des consoles de jeux virtuelles, des paquebots virtuels et des maisons au bord de la mer virtuelles. Et tout ça, il faudra payer. Et là-dedans, il y aura un impact au niveau des crypto-monnaies. Vous n'allez pas payer avec votre carte de crédit. Ce qui est intéressant dans le discours, justement, par rapport à ce qui est crypto-monnaie, blockchain et ce genre de choses, au départ, si on remet l'histoire dans l'histoire, c'était non, les Américains ne vont pas laisser une monnaie qu'ils ne maîtrisent pas prendre le dessus sur le dollar parce que pour eux, c'était un peu le cheval de Troie dans tout le milieu bancaire. Hein, on se rappelle toutes les amendes qu'ont dû subir des BNP Paribas et d'autres parce qu'ils avaient soi-disant rompu la négociation qu'il y avait avec le fait de ne pas pouvoir traiter avec l'Iran sur le pétrole et ce genre de choses. Donc c'est embêtant parce qu'une banque centrale qui avait l'habitude de gérer ses masses monétaires, là, ne gère plus rien du tout. Puis tout d'un coup, ça commence à évoluer, puis on voit que les banquiers centraux commencent à parler aussi de crypto, d'échanges et ce genre de choses. La dernière en date, donc, c'est la BNS avec son projet Jura. Pourquoi Jura? Parce que c'est une morne plaine peut-être, mais en fait, en gros... Il n'y a pas de des copains là. Non, mais la Damascine est très bonne aussi, c'est pour ça qu'on oublie la morne plaine. Donc effectivement, on tokenise. Donc ils se sont mis avec la Banque de France, d'accord. Donc ils essayent aussi. On a entendu aussi la Banque centrale chinoise qui veut rentrer avec son yuan digital, etc., etc. Donc on se rend compte que maintenant, c'est plus du tout tabou de dire que ça va se passer. Le FMI met simplement en garde le fait qu'il va falloir réguler cet environnement. Donc en gros, c'est plutôt ça. C'est pas de dire on va pas avoir, c'est plutôt non, on va devoir réguler. Réguler, c'est l'accepter. Et c'est l'accepter, exactement. Et les dernières choses, c'est qu'on a vu aussi que par exemple, Bloomberg a fait il y a des prévisions dans l'univers Bloomberg. Alors, il n'y avait pas des prévisions de prix en particulier, mais c'était plutôt de dire il y a une acceptation qui devra se faire de facto parce qu'il y a des créations d'ETF, il y a des créations de beaucoup de choses. Swissquote qui veut essayer de travailler sur effectivement un exchange au niveau des cryptos, etc., fait que les gens ne pourront pas ne pas en avoir. Autrement, ils vont passer, pour la majorité d'entre eux, pour des cons. Ceux qui ne veulent pas, pour des raisons très particulières, ça c'est un autre discours. Mais autrement, il semblerait que l'acceptation doive se faire. Par contre, en termes de gestion du risque, il est peut-être préférable de travailler dans un univers
un tout petit peu général, c'est-à-dire ne pas jouer que le Bitcoin ou l'Ether ou ce genre de choses, ou l'Ethereum. Non, c'est plutôt de se dire, est-ce que, exactement ce que tu disais avant, il ne faudrait pas laisser les clés à quelqu'un qui sait gérer ça. Mais complètement. Et puis de dire, voilà, c'est une partie de mon portefeuille que j'ai envie d'avoir à côté d'un gros fonds tech, par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, on revient toujours aux bases de la gestion de portefeuille. Là, on peut faire des prévisions sur tout ce qu'on veut. C'est l'asset allocation et la diversification. Donc aujourd'hui, si on parle d'un portefeuille, on doit être diversifié. Donc on peut très bien avoir une partie du portefeuille où on va aller faire de la tech parce que la tech sera encore là l'année prochaine et va perdurer parce que le monde dans lequel on se dirige n'est que technologie. De toute façon, si on regarde ce qu'on a aujourd'hui comme infrastructure technologique et ce qu'on avait il y a 10 ans, mais c'est un autre monde, je vous laisse imaginer dans 10 ans. Donc derrière, si on va creuser le côté tech, on va voir une partie tech, il faut avoir une partie rendement avec les values et les dividendes. Donc là, ce sera une question de diversification puis de pondération dans le portefeuille. Après, il va falloir passer par le côté crypto, globalité de ce monde, qui est la crypto-monnaie ou le blockchain, peu importe ce qu'on veut targeter. Mais il faut des gens qui vont pouvoir vous faire un choix intelligent et diversifié et pas faire du all-in sur un truc qui vient de sortir demain et qui vient de sortir aujourd'hui et qui est basé sur rien du tout. Donc tout ça, il va falloir diversifier. Par contre, ça ne vous empêche pas d'avoir encore une poche pour la soif, entre guillemets, où vous pouvez jouer les traders fous et puis quand vous avez tout perdu ou que vous êtes milliardaire, vous arrêtez. Mais je pense que c'est ça en fait aujourd'hui la crypto et c'est peut-être un peu ce qu'on a vécu il y a 20 ans en arrière. Tu sais comme moi dans l'époque de la bulle Internet, si on avait diversifié un peu différemment, aujourd'hui on aurait peut-être moins de mauvais souvenirs que ce qu'on a vécu à l'époque. Ouais. Oui, donc pour conclure cette boule de cristal que l'on a secouée, mais la neige ne tombe toujours pas. Donc l'idée c'est de dire, a priori l'année prochaine, on va avoir une croissance mondiale qui risque de ralentir, une inflation qui risque d'augmenter jusqu'à la fin du premier semestre 2022. En théorie ? En théorie, toujours en théorie. Puisqu'en théorie, ça se passe bien. Au niveau des matières premières, quand on regarde, oui, il y a un besoin pour le lithium, etc., le cuivre, le palladium, mais ça c'est pour le projet, comme on disait, 2050, donc c'est il y a longtemps. C'est dans longtemps, ce que je veux dire par là. Donc on regarde plutôt des comos qui ne seront pas... Donc d'investir en comos, ça ne sera pas mauvais. Ça ne va pas être le même mouvement qu'on a vécu en 2021, mais ça ne sera pas mauvais. Donc il faut toujours avoir une pause dans les comos. Ça c'est clair, donc ça peut être le pétrole, comme ça peut être les matières premières, comme les métaux de base, ou les métaux pas de base, les terres rares, comme tu disais auparavant. L'or, on n'en parle pas parce que l'or, tu dors, mon seigneur, donc c'est pas réveillez-nous. Oui, alors ça c'est quand même, on est quand même obligé de passer 2 minutes là-dessus. Ouais. Ce truc, c'est complètement hallucinant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, parce que ça fait quand même... toi et moi, ça fait un moment donné qu'on traîne dans ces marchés, mais là, je ne comprends plus du tout le comportement de l'or. Je n'ai jamais aimé l'or, jamais, je n'ai jamais compris l'or, mais jamais. Mais là, valeur encore moins. Refuge. Non, mais puis en plus, si tu dois fuir un pays, si tu as 2 grammes d'or, ok, mais si tu as 10 kilos, c'est un peu chiant quand tu as 3 mètres de neige pour passer une frontière. Planquer dans les chaussettes, c'est plus compliqué. Ouais, donc non. Alors on disait le diamant, mais le diamant ne bouge pas parce que là, il y a une autre rhétorique. Donc à partir de là, ça ne sert à rien. Quand c'était utilisé dans les semi-conducteurs, ce genre de choses, on pouvait trouver quand même l'or qui servait encore plus comme métal industriel, mais c'était remplacé par le cuivre dans la majorité des applications. Donc moi, j'y suis pas trop. D'où, c'est pour ça que je disais, en fait, remplacer une pose en or. Je te rappelle, quand on était à l'UBS, dans toutes les propositions de placement, il y avait toujours 5% en or. Oui. Quel que soit le profit de l'investisseur. Alors, c'est la raison, parce qu'en théorie, si tout s'effondre... Si tout s'effondre, il reste de l'or. Le problème, c'est que, encore, faut l'été et avoir suffisamment d'or à les gratter. Hein, bon. Oui, mais j'ai toujours rêvé d'aller à la boulangerie pour gratter, pour acheter ma baguette. Hein. Et puis, sur le parc des Bastions aussi, sur les enluminures, des trucs comme ça. Bon. Donc, c'est pas terrible. Donc, autant mettre un fonds global crypto, quoi, un truc comme ça, blockchain, c'est peut-être plus intéressant. Non, mais pour dire, c'est donc effectivement l'or, pas terrible. Donc, c'est plutôt les métaux utilisés, enfin les choses nécessaires. L'or n'est pas forcément nécessaire. Enfin, bon. Après, au niveau des bourses, là, on a bien compris que malgré tout, tout le monde s'accorde à dire que les bourses devraient monter. Hein, rappelons-nous, d'environ 7-8% pour ce qui est des États-Unis, on va dire entre 10 et 15% pour ce qui est de l'Europe, entre 10 et 15% ce qui est du Japon, et puis le pari, ça serait pays émergents avec
une poche Chine, toujours avec des baguettes, et non pas des pincettes, de la Chine. Et puis après, ça serait de dire les taux montent, donc est-ce que ça vaut la peine d'avoir des pauses dans les taux? Oui, si c'est du high yield, mais là aussi, il faut prendre du diversifié, donc il y a certains fonds qui sont très bien diversifiés, mais ça veut dire c'est on touche le coupon, mais sans plus. Et puis là, donc il va falloir garder, et puis d'avoir un peu de crypto quand même, parce que c'est plus sympa au coin d'un feu en train de mourir, de parler de crypto que de parler, je ne sais pas, d'or. Surtout si on n'a plus d'électricité. Surtout si on n'a plus d'électricité. Enfin voilà, donc autrement, tu souhaites quelque chose à une asset class en particulier? Non, après il y a quand même juste, j'ai envie de conclure d'abord parce que le feu est en train de s'éteindre, donc à un moment donné, il faudra qu'on arrête, mais il y a quelque chose que j'aimerais aborder quand même, c'est parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup apporté cette année, il y a eu beaucoup de convictions par rapport à ça, c'est le crash. Ouais. Parce qu'on nous parle de ce fameux crash depuis 2009, le retour des subprimes, et puis finalement on s'en sort à chaque fois. Alors on a eu 2-3 trucs qui ont ressemblé à un crash, mais on a vu la vitesse avec laquelle on a fait notre recovery en 2020. Donc on ne peut même pas appeler ça un crash, on va dire une erreur, puisqu'on n'a juste pas compris comment fonctionnait le Covid à l'époque et ni comment fonctionnaient les stimulus. Et la question aujourd'hui c'est, est-ce que c'est possible en 2022 ? Le maître mot qu'on n'a pas du tout donné, parce qu'on ne voulait pas faire peur aux gens tout de suite, mais pour la conclusion, comme ça après ils peuvent aller boire un verre pour oublier, c'est la vol. Donc il y aura un retour de la volatilité, parce que justement on ne sait pas comment on va dealer avec ce Covid, enfin son variant, son troisième variant, son quatrième variant. Est-ce qu'il y aura assez de lettres dans l'alphabet grec? On ne sait pas. Après, on passera dans peut-être de l'alphabet sumérien, hein, qui sait, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Je connais très peu l'alphabet sumérien. Oui, moi non plus, mais ça peut être pas mal. Hein. Je pense que ça peut être pas mal, parce que comme on ne comprend pas, au moins c'est simple. On ne comprend pas. Donc effectivement, c'est ce côté vol. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un crash? Oui, possible, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en géopolitique. N'oublions pas la Russie, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que ce n'était pas vraiment le propos, mais la volatilité naîtra de cette instabilité politique, certainement. Donc Poutine, Joe Biden, qui peut-être rendra l'âme en 2022, sera remplacé par... Alors moi je pense qu'il ne finit pas l'année. Hein. Voilà, par exemple, ça peut être une prédiction. Est-ce que Taïwan, comment ça va marcher entre Taïwan et puis la Chine, la grande Chine, etc. Donc ça, c'est pas simple, c'est pas simple. Donc vol, d'où on ne peut pas, jamais ne dire qu'il n'y aura pas de crash. D'ailleurs, c'est le fameux signe noir. Enfin, on en a tellement vu dernièrement que c'est une espèce qui n'est pas en voie de disparition. Mais c'est vrai qu'on peut couvrir son portefeuille, on peut acheter aussi des options. Oui, bien sûr, non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu l'as dit, on a eu largement de quoi se faire des crashs ces dernières années. On voit que ça résiste envers et contre tout, peut-être, parce que les taux sont extrêmement bas, puis qu'il n'y a pas 150 alternatives finalement au marché. Et puis aussi parce que, moi, je reste très convaincu du fait qu'on nous l'a tellement prédit. Et que la seule chose que j'ai toujours appris dans ce métier, c'est que les crashs annoncés, en général, ils ne se produisent pas. Hein. Non, parce que autrement, on serait riche. Mais d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne soit pas riche. Oui. Mais il y a les crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies, comme je n'ai pas investi. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Mais maintenant, je deviendrai un faux sceptique. Une fausse sceptique. Oui, non, mais là. Bon, il est temps d'arrêter parce qu'on part dans les jeux de mots à la con, mais non, mais Non, mais il peut y avoir. Non, mais le crash ne sera. C'est ça la beauté d'un crash, c'est qu'on ne le voit pas arriver. Parce qu'autrement, ça serait trop simple. Quand on regarde la vol actuelle dans les produits structurés ou dans les produits listés dans les options, la vol est encore relativement basse. On va dire relativement, elle n'est pas basse, elle est relativement basse. Donc, quand une vol est relativement basse, c'est peut-être le moment, quand on ne sait pas, de protéger une partie de son portefeuille avec justement des options, donc des puts ou Swissquote met à disposition quand même tous les produits DOTS, donc ça vaut la peine de les utiliser. Donc pourquoi pas? C'est une manière. Vous achetez tous une assurance pour la voiture, pour la maison, contre les inondations, contre beaucoup de choses. Et lorsque l'on parle d'un portefeuille, ça tue les gens de leur dire mais achetez une protection. Bon, et surtout que maintenant, elle n'est pas trop chère. Ah, c'est clair, mais c'est toujours complexe à expliquer la protection sur les portefeuilles et c'est peut-être aussi ça qui refraine les gens. Peut-être, mais ça a toujours été le gros problème. Mais diversification et protection, c'est un remède contre une volatilité, surtout quand elle est relativement basse et qu'elle menace de peut-être, justement peut-être, c'est ces fameux
peut-être l'hypothèse du crash arriver l'année prochaine. Puis un crash, ça peut être ce qu'on appelle un flash crash. Ah bah pour l'instant, c'est envie que ça, hein, parce qu'on a eu, il y a 2 ans en arrière, on a déjà eu l'histoire où Powell avait dit qu'il ne nous soutiendrait plus, puis ça a baissé violemment, ça a remonté violemment. On a eu le Covid, ça a baissé violemment, on pensait que cette fois on y avait droit, et finalement 3 semaines plus tard, on est quasiment au plus haut de tous les temps. Donc c'est clair qu'il y a toujours mais il y aura toujours ce petit ce signe noir et trouver quelles seront les choses. Alors c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, je trouve un petit peu qu'on a tendance quand même à prendre très à la légère les tensions avec Poutine, où il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un chef d'État, Biden ou Macron, qui viennent lui dire « Ouh, attention, si jamais je vais être méchant ». Bon, Macron, ça ne va pas lui faire grand-chose à Poutine, mais plutôt du côté de Biden. La Chine, quand on voit les coups de marteau que leur assènent les Américains tous les jours, on peut quand même se dire qu'au bout d'un moment, ils vont commencer à dire 2 secondes, on n'est pas d'accord. Ouais, peut-être ça, c'est un petit peu sous-estimé. Mais ça, ce sera effectivement des black swans pour l'année ce prochaine. sont les fameuses surprises 2022. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est un peu ce que l'on voit, ce que l'on a lu, ce que l'on pense plus ou moins des marchés. Mais ça, c'est ce que l'on voit et ce que l'on pense en fonction de ce que l'on a lu aussi. Le serpent se mord la queue à ce niveau-là. Mais donc, il y a toujours des surprises. Alors, il y avait des gens qui avaient l'habitude de sortir les 10, les 10 surprises 2022, etc. Ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais c'est de dire un monde sans surprise, ça serait un peu triste, donc attendez-vous quand même à avoir des surprises. Et puis, pour que ce soit clair, net et précis, en bien ou en mal. Ouais. Si on devait te dire, tu as le droit d'acheter 2 choses en 2022, tu achèterais quoi? Une action, ce que tu as envie, mais je veux dire, un fonds, une thématique. 2 choses en 2022. Alors, effectivement, ça serait 2 choses que je n'ai pas. Parce que ce que j'ai déjà, ça ne sert à rien de dire. Ce que toi, tu disais. Les masques africains. Les masques africains, Il fallait que je le place ici. Celle-là, elle est pas mal. Non, mais il n'y a pas que des. Ah, c'est private joke, ça. Donc, non. L'idée, c'est. Oui, je cherche des valaisans d'ailleurs, du Chantal, pas trop cher. Mais non, l'idée, ça serait. On a parlé de crypto. Moi qui étais vraiment sceptique, non, j'essaierais de trouver un fonds crypto ou un AMC où ce soit diversifié. Mais vraiment diversifié en sachant que je risque de faire une grosse connerie. Mais le problème, c'est que si je ne mets pas un pied dans l'eau, je ne saurais jamais quelle est la température de l'eau. Donc, ce ne serait pas une pleine pause, mais je prendrais quand même une demi-pause. Donc, si j'avais un portefeuille, au lieu de mettre du 5%, j'achèterais du 2,5% pour sentir ça. Parce que pour moi, c'est un marché qui est totalement inconnu. Donc, pour moi. Hein. De mon expérience, parce que cette année, c'était mon baptême crypto-monnaie, moi, j'ai décidé de rentrer dans la crypto-monnaie autour du mois de mai, par là autour. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais moyenner. Et donc, j'achète tous les jours ou toutes les semaines sur certaines cryptos, tout le temps. Et j'ai mis des ordres permanents en place, comme ça, j'y pense plus. Et alors, c'est assez marrant parce qu'effectivement, c'est assez facile de consulter le solde. Et c'est vrai que j'ai passé par tous les états. Au début, je me suis vu rapidement très, très riche. Et puis après, je suis revenu à la réalité. Et puis, je passe un petit peu par tous les états. Mais en fait, comme je moyenne sur le long terme, je ne me pose pas trop de questions, mais c'est assez rigolo de voir un peu le comportement qui est assez violent de ce côté-là. Mais c'est vrai que je pense que sur cette thématique, c'est la diversification. Crypto, Après, la deuxième chose, c'est vrai qu'on se pose souvent la question par rapport à des portefeuilles, par rapport à des robots advisors et ces genres de choses. Donc, j'achèterais, je pense que j'aimerais bien revenir sur ce fonds, sur le VICE. Tu te rappelles quand le Vice Fund de l'époque. Acheter tout ce qui est pas compliance, tout ce qui n'est pas ESG. Oui, ça c'est hyper tendance. Ouais. Les casinos, et on a quand même des joueurs de tennis suisses qui font de la promo pour des casinos, ça devient moche. Hein. Ouais. Donc, c'est la crise pour tout le monde. Hein. Ouais. Non, ça peut être pas mal, les casinos, donc ça nous fait voyager, passer Macao par là-bas, enfin comme ça, c'est une histoire de la Chine. D'acheter l'armement, parce qu'au fond, c'est bien l'armement. Oui, mais ça, tu vois, c'est bien. Et puis, puis franchement, des matières premières, puis à ce niveau-là, il faut prendre une grosse boîte, peut-être la plus politiquement incorrecte, mais bon, pas prendre une qui est en Suisse, parce qu'autrement, ça serait dommage. On attaquerait le blason helvétique. Non, Rio Tinto, j'en parlais avant, parce que comme ils sont dans pas mal de métaux, ça serait le pari Rio Tinto, voilà. Donc, ça serait crypto et Rio Tinto. J'ai jamais eu de Rio Tinto d'ailleurs dans ma vie, donc ça serait 2 expériences novatrices. Et toi? 2.
Deux. Euh, Deux, moi, je le disais avant, hein, moi, j'achèterais encore du Google. Tout ça parce que je pense qu'ils font pas de bruit et que je pense que on parlait beaucoup à l'époque de la World Company, qui serait la World Company. Aujourd'hui, en termes de taille, ben, c'est Apple, clairement. Mais je pense que Google fait complètement... Ce serait ma position défensive, on va dire. Et puis, de l'autre côté, je suis fan d'une boîte qui s'appelle Fisker, qui fait des voitures électriques, mais qui sont en train d'essayer de réfléchir différemment à la voiture électrique. Et je pense que là où elle se traite aujourd'hui, c'est une position qui peut faire du 100% à un moment donné ou un autre de l'année prochaine. Pourquoi ? Parce qu'ils font des voitures électriques, mais aussi recyclables, parce qu'une grande partie des matériaux qui sont utilisés sont des matériaux recyclables qui proviennent de l'océan. Et donc il y a un côté écologique. Hein. Tu vois, le côté Weissfun, je suis à l'opposé sur ce coup-là. Ouais. Et puis derrière, ils sont en train surtout de mettre en place un système où finalement, tu ne serais plus propriétaire de ta voiture, mais tu paierais un loyer et tous les 2 ans, tu pourrais changer de véhicule et prendre le nouveau modèle. Ça a le principe du leasing, mais un peu amélioré, mais surtout, il y aurait la fin de la propriété de la voiture. Et je pense que c'est quelque chose on va dans la direction où, malheureusement, moi qui suis un fan de voiture, il y a un côté attaché à la propriété de la voiture, mais je pense qu'on ne va plus dans cette direction. Et en fait, si ce n'est pas Fisker, ce serait Porsche, parce que je pense que l'année prochaine, ça a beaucoup bougé dans le secteur Porsche, Volkswagen, et qu'on va avoir l'IPO de la 911. Ok. Ben, sur ce, bonne route. Pareillement à toi. Bon, alors voilà. Je crois qu'on a touché à peu près tout. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour, on a dit ce qu'on avait à dire. Je pense qu'on aura encore pas mal de choses à discuter en 2022. On s'est laissé un peu de marge quand même. On ne s'est pas trop mouillé, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Ce n'est pas une science exacte, comme on disait. Donc, par contre, il y a une chance sur 1 million que nous gagnons à l'euro-million. Ça, c'est déjà pas mal aussi. Et puis, on le souhaite à tout le monde. Donc, joyeux Noël, bonne fête. Et puis... bonne année aussi. Bonne année. Et bonne santé, disais-tu. Surtout bonne santé. Surtout bonne santé. Et la santé passe quand même par un médicament. Bon, on va à l'apéro. On va à l'apéro. Petite Arvine. Petite Arvine. C'est parti.